Chers amis cinéphiles, quel plaisir de vous retrouver après quelques petits soucis de santé. Votre serviteur revient en pleine forme pour vous parler de deux films sortis en ce début du mois de mai 2024. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Jusqu'au bout du monde et Comme un lundi. Salut à tous et bienvenue dans les films du vendredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur Jusqu'au bout du monde, la seconde réalisation de Viggo Mortensen, ainsi que Comme un lundi, du cinéaste japonais très prometteur Ryo Takebayashi, dont c'est le tout premier film. Mais avant toute chose promise, chose due, je vais revenir sur ce western sentimental qu'est Jusqu'au bout du monde, second film de Viggo Mortensen, cinéaste, après Falling, sorti il y a 3 ans tout pile, puisque le film était sorti en mai 2021, avec Lance Henriksen dans le rôle d'un père homophobe, très conservateur des idées d'antan, et qui avait du mal à voir son fils évoluer dans l'homosexualité, rappelez-vous. Fils interprété par Viggo Mortensen. Un film qui racontait donc les difficultés, les relations difficiles entre un père et son fils. Un gentil petit film sans prétention, je dirais, qui était bien raconté, intéressant, un peu mélancolique dans le style. Et qui, moi, m'avait plu, mais ne m'avait pas pour autant laissé une marque indélébile dans mon âme de cinéphile. Voilà. Mais c'était un très bon début pour Mortensen, qui nous revient avec donc cette nouvelle histoire. Cette fois-ci, nous sommes dans l'Ouest américain, la fin du 19e siècle, pardon, évidemment. À la veille donc de la guerre de sécession, ça nous ramène évidemment à tout un pan du western, les westerns de John Ford, de Howard Hawks notamment. Mais justement, ce qui va intéresser Mortensen avec ce nouveau film, c'est de détricoter, je dirais, un petit peu le western d'antan avec ses codes, bien sûr, dont il va reprendre évidemment les éléments, mais qui va amener ces éléments de manière subtile. C'est-à-dire qu'on sent que ce qui va l'intéresser, c'est de prendre quelques idées du western d'antan, mais d'en faire autre chose, notamment eh bien, tout simplement, cette petite révolution, on pourrait dire, en quelque sorte, c'est de mettre la femme au premier plan, donc interprétée par Vicky Krieps, donc cette Canadienne qui va tomber amoureuse donc, eh bien, d'un immigrant danois interprété par Viggo Mortensen, justement. Et donc, eh bien, cette romance va donner lieu eh bien, à un cadre aussi, à permettre en fait de partir de cette romance, va permettre de parler d'autres choses aussi autour, par exemple de l'absence de cadre juridique à cette époque, bien sûr, de l'Ouest américain du 19e, de la fin du 19e. Des exécutions aussi qui étaient totalement barbares. On a cette introduction avec ce type qui est pendu comme ça, alors qu'on sait très bien qu'il est innocent. Enfin, il y a le procès dure 2 minutes. Vous voyez, cette absence de cadre total qui faisait que c'était totalement barbare. Voilà. Et c'est vrai que dans les films d'antan, dans les westerns d'antan, on montrait ça un petit peu pour le show, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tous ces éléments-là, la femme aussi qui était aussi maltraitée, tout ça était montré, mais on sentait qu'on ne s'attardait pas trop là-dessus. C'est-à-dire que on banalisait un petit peu, peut-être sous prétexte du spectacle, sous prétexte qu'on voulait très vite amener le spectateur dans les duels de revolver, dans les courses de diligence, vous voyez, de faire un petit peu la guéguerre avec les Indiens, c'est-à-dire de faire un petit truc un petit peu, pas toujours manichéen, mais parfois un petit peu, c'est-à-dire simplement aussi pour trouver une sorte de prétexte pour avoir des séquences d'action, un peu aventure, tout ça, mais on ne s'attardait pas toujours quand même sur l'aspect psychologique. Alors, parfois c'était le cas, bien sûr, avec l'excellent L'homme qui tutoie Liberty Valance de John Ford, qui est mon western personnellement préféré, bien entendu, puisqu'il y avait justement cette dimension psychologique. Et donc ici, eh bien, cette romance va être intéressante parce qu'on a... en fait, c'est pas comme dans le western d'antan où on avait en toile de fond des histoires un peu profondes, tout ça, et avec au premier plan les batailles, les courses de diligence, etc. Là, c'est l'inverse,
On a d'abord le sentimental, d'abord le psychologique, avec cette femme comme ça qui va se retrouver seule pendant que le mari part au front, hein, bien sûr. On va être avec ses souffrances, on va être voilà, plongé dans ses galères, elle veut être aussi indépendante financièrement, donc elle va travailler au saloon, elle va essayer d'être barmaid, mais en même temps il y a un sale type qui s'appelle Weston Jeffries qui est là, qui rôde, qui est un petit peu le bad guy, vous savez, qu'il y a dans tous les westerns, hein, qui est un petit peu le passage obligé, hein, les Lee Marvin, hein, bien sûr, hein, comme Liberty Valance, ou les, je sais pas, ou les Biff Tannen, hein, dans le Retour vers le futur, dans le 3e volet. Voilà, c'est-à-dire toujours ce bad guy, vous savez, voilà, bien sapé, chapeau nickel, tout en noir, avec ses 2 revolvers comme ça, qui sèment la pagaille et qui sèment le trouble dans les saloons. Dès qu'il débarque, tout le monde retient son souffle, y compris le maire du village, ou même le shérif. Voilà, donc ça c'est très bien montré, et c'est montré de manière beaucoup plus dramatique. Voilà, il arrive à montrer de manière plus dramatique ce qui faisait partie du show à l'époque, c'est-à-dire voilà, le sale type qui arrive dans le saloon, qui déclenche une bagarre générale, c'était presque comique, la bagarre en elle-même était presque comique quand on réfléchit. Enfin, je grossis un peu le trait, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, la bagarre de saloon que vous allez retrouver dans ce film, bah, elle n'est pas impressionnante, c'est pas hyper cuté, machin, avec toute une chorégraphie, des tables qui volent, des chaises qui volent. Non, c'est pas ça qu'il veut raconter. Il veut raconter la cruauté, en fait, la cruauté de ces bagarres, en fait, dans les saloons. Ça, c'est bien montré. Il veut montrer l'absence de cadre juridique, hein, où comme je vous dis donc, dans cette introduction, où les types sont pendus en 2 minutes chrono, hein, et on sait très bien que le type est innocent, il est déjà pendu en 2 minutes, le procès, voilà, c'est tout de suite expédié, parce qu'il y a tout de suite bah, voilà, des types infâmes qui peuvent corrompre, qui peuvent influencer le jury, enfin, aucun cadre juridique, hein, je le rappelle, c'est ce que montre très très bien le film, c'est-à-dire les choses qui existaient avant, on va vous les montrer de manière dramatique, de manière réaliste surtout. Je pense que ce film a un degré de réalisme nettement supérieur que tout ce qu'on a pu faire avant dans le western. Ça ne veut pas dire que c'est un meilleur film, parce que c'est difficile de prendre ce film comme un pur western traditionnel, dans le sens où ce n'est pas tout à fait le cas. C'est avant tout un film qui est héritier jusqu'au bout du monde, héritier de tout un pan du western traditionnel avec ses codes. Hein, faut bien comprendre. Donc on ne peut pas véritablement comparer. On peut simplement dire que Mortensen s'est inspiré d'un genre qu'est le western pour raconter une histoire, une romance en l'occurrence, entre 2 êtres que tout oppose peut-être pas, mais un peu quand même beaucoup, parce que il y a le milieu social qui va jouer. Elle vient d'un bon milieu social, lui est beaucoup plus roots, hein, bien sûr, dans sa manière de vivre, hein, comme elle le dit, elle l'appelle « tu vis comme un chien ». Chez lui, il y a des rats, il n'y a rien, enfin, on est dans le Nevada, dans une petite bicoque qui va être retapée par madame, justement, on montre aussi la pénibilité de ses tâches, qui est de s'occuper du foyer, de s'occuper de la décoration, de s'occuper aussi de son émancipation personnelle pour travailler, ramener le sou à la maison, aussi, et aussi de l'absence du mari, alors ils ne sont pas mariés, mais l'absence de l'homme, du conjoint en tout cas, qui part au front, hein. L'homme part au front, la femme reste au foyer à élever seule son enfant, vous voyez un petit peu. Donc on est dans les souffrances. Ce qu'il y a de nouveau dans ce film, c'est de mettre la femme au premier plan, voilà. Et je trouve que c'est intéressant, parce qu'on comprend aussi les difficultés d'être une femme à cette époque, la violence aussi qui résulte aussi de cette époque sur les femmes, et pas que sur les femmes, hein, mais sur les femmes aussi beaucoup. Donc voilà, cette cruauté. Donc ça le montre beaucoup moins de manière idyllique, idéaliste. Vous voyez, ce film, avec son réalisme, montre les difficultés de l'époque, l'atrocité de certaines situations, de ces villages comme ça, où dès qu'on débarque, il y a peut-être des types sur les, sur les maisons prêts à dégainer. Vous voyez, enfin, faut voir le côté un peu effrayant qui peut résulter aussi de cette époque, et pas forcément la voir constamment de manière fantasmé comme on ferait une sortie à Disneyland, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça qui est fort, c'est de montrer ce degré de réalisme, voilà. Et voilà, après, je dirais qu'il y a quand même peut-être quelques longueurs. Alors je sais que Mortensen, je pense, veut
faire un film un peu, j'allais dire à l'ancienne, en prenant le temps. C'est en cela peut-être que les critiques parlent de classique, western classique, c'est peut-être simplement que ce film prend le temps. Mais sinon, ce n'est pas tellement classique, je trouve. Après, ça dépend ce qu'on entend par classique, hein, bien sûr. Mais pour moi, classique, c'est vraiment que ça reprendrait à totalement les codes d'un western d'antan. D'ailleurs, je vois des fameuses quotes, hein, vous savez, les citations qu'il y a sur les affiches. John Ford adorerait ce film. Ce n'est pas garanti, ce n'est pas garanti. Lui a connu une autre époque où on faisait des westerns avec justement un cahier des charges, j'allais dire, hein, quasiment, hein, assez précis. Et donc, voilà, je ne peux pas garantir des phrases comme ça, accrocheuses. Je pense que c'est peut-être davantage commercial et marketing, voilà, pour attirer le spectateur. Tant mieux hein, si ça fonctionne, parce qu'effectivement, c'est quand même un bon film. Mais voilà, je dirais que j'aurais peut-être quelques réserves dans le sens où l'histoire du mari absent sur le front, qui part justement pour la guerre pendant que la femme reste à la maison, on l'a eu dans d'autres époques montrées dans les films, c'est-à-dire notamment la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu plein de films où on voit le mari absent, notamment aussi dans ce film qui est un petit peu mon chouchou, hein, récent, hein, comme vous le savez, de Terrence Malick, hein, Une vie cachée, qui fait partie d'ailleurs de mes vidéos les plus vues. Donc je vous remercie d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à y faire un tour, mais voilà, on montre ça, hein, avec la souffrance de la femme pendant ce temps-là qui reste au foyer. C'est dans d'autres films, si vous voulez. Donc ça, je ne trouve pas que ce soit d'une grande originalité, mais par contre, ça joue. Ce qui est fort dans ce film, je trouve, c'est qu'il y a une grande place pour les acteurs, hein, Viggo Mortensen et Vicky Krieps, forment un couple de cinéma vraiment magnifique. Voilà. Je trouve que ça transpire l'humanité, c'est un film qui transpire l'humanité, qui transpire tout court par sa manière de filmer les acteurs. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de différent par rapport à l'époque du western traditionnel. Dans le western traditionnel, on est toujours un peu à distance. Il n'y a pas des gros plans comme ça sur les personnes qui souffrent, qui sont dans la détresse, avec un plan qui va durer, je sais pas moi, peut-être 30 secondes sur une femme qui est toute seule comme ça, à laver le sol, à être triste. C'est pas des choses qu'on montrait, ça. Donc il y a bien quelque chose de neuf quand même dans sa manière de parler de cette époque du 19e siècle. Aux États-Unis, dans l'Ouest américain, il y a ça. Et il y a aussi ces séquences oniriques, dont il faut quand même rappeler la présence dans le film, ces fameuses scènes où on voit un chevalier, donc voilà, avec son armure, débarquer comme ça, avec son cheval, comme ça. Donc c'est une vision un peu fantasmée, tel un rêve, hein, qui va revenir à plusieurs endroits du film, comme ça. Donc vous allez voir, il y a des petits éléments oniriques. Il essaie quand même, malgré peut-être l'absence d'artifice, véritablement, de flamboyance dans sa mise en scène et dans son découpage à Mortensen, est quelque chose d'assez classique dans la manière de faire le film, tout simplement, en fait, de le monter, de l'écrire, vous voyez. Mais il y a quand même ces petits moments de respiration avec de l'onirisme, avec cette introduction qui montre le contexte dans lequel va évoluer cette romance, les flashbacks et les flash-forward qui vont permettre aussi d'apporter un petit peu de, j'allais dire, de fluidité, je sais pas, mais de faire en sorte que le spectateur n'ait pas l'impression totalement d'être dans un film au récit classique et convenu. Voilà. Pour dire les choses assez simplement. Mais est-ce que c'est un film où les choses ne sont pas totalement convenues? Ça, j'en sais rien. Je pense que je dirais quand même que pas tout à fait. Il va y avoir quand même des surprises, même si j'ai pas été totalement quand même sorti de ma zone de confort par rapport à un cinéma romantique, classique aussi, parce que c'est aussi avant tout une romance. Pas été totalement sorti de ma zone de confort là-dedans. Pas totalement surpris, mais par contre, j'ai passé un excellent moment, et c'est ça, je pense, que Mortensen a voulu, sans prétention aucune, faire simplement un western moderne, romantique. Romantique, je surligne le mot parce qu'il montre vraiment sa part romantique, Mortensen, parce qu'il y a même une présence florale très importante. Hein, vous voyez, les fleurs qui vont revenir, hein, cet élément qui va revenir plusieurs fois dans le film. Donc, voilà, je trouve qu'il a une grande classe, en tout cas, ce film. C'est un film qui a une classe, à la hauteur aussi de son interprète principal, Viggo Mortensen, qui est aussi un acteur dont j'ai envie de rappeler aussi les débuts, hein, dans des films de seconde zone. Il n'était pas très connu, petit à petit, il a évolué. Il y a eu évidemment cette saga Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson.
dans lequel il a incarné donc Aragorn, qui a été, je pense, pour beaucoup d'adolescents, une figure héroïque, forte comme ça, très, pour le coup romanesque aussi. Et par la suite, il y a eu de très très belles propositions, notamment Captain Fantastic, tout le monde se souvient aussi. Là aussi, c'est le côté nature, trip nature qui va revenir. C'est le Mortensen de Captain Fantastic, un peu que vous allez retrouver là. C'est-à-dire le Mortensen vraiment proche de la nature, voilà. Et ensuite, il y a eu évidemment Green Book, là aussi, avec cet Américain moyen qui était donc chauffeur, et il jouait un immigré italien, pour le coup, et qui donc était chauffeur pour donc un pianiste noir dans une Amérique qui était aussi très raciste, encore une fois. Donc voilà, on sent que petit à petit, il va vers des projets. Déjà, on lui tend plus la main aussi qu'avant, ça joue. Mais justement, ça fait plaisir de voir qu'il a des propositions aujourd'hui qui sont à la hauteur de l'artiste qu'il est. On le voit en interview. On voit quand il s'exprime, c'est quelqu'un de méticuleux, c'est quelqu'un qui veut être précis dans ce qu'il fait. Il a un sens du collectif aussi, je reviens sur l'homme, mais je pense que c'est un peu intéressant, c'est un tout en fait pour comprendre aussi, la direction qu'il a voulu prendre, le cap qu'il a voulu prendre donc pour ses propres films à lui en tant qu'auteur. C'est-à-dire le sens du collectif, c'est-à-dire que tout le monde peut apporter une idée sur un plateau, il part du principe que tout le monde, c'est le sens du collectif. L'écoute est très importante, et je pense que voilà, c'est ce qui fait que ces projets sont menés à bien aussi. C'est aussi pour ça, voilà. Et je trouve qu'il a un très bon choix. Vicky Krieps, c'est un excellent choix. C'est une actrice aussi qu'on a envie de plus voir aussi dans des grands films aussi, qui ramène du public, je ne sais pas comment dire, mais un peu plus populaire entre guillemets. J'espère que ce film sera vu d'ailleurs et qu'il pourra créer un petit peu une petite hype populaire, parce que c'est dommage qu'on n'aille plus vers des films comme ça, je trouve. Voilà, je trouve que simplement une petite histoire sans prétention, racontée et passer un bon moment. Je trouve que ce film, vraiment, c'est un accès. Je trouve que ça permettrait aussi à un grand public de retrouver le plaisir du cinéma avec des histoires faciles, digestes, vous voyez, pas compliquées, pas des trucs complexes. J'allais citer Nolan, mais qui fait du complexe peut-être pour du complexe, où tout ce qui est intéressant, c'est le concept au-delà de l'âme du film, l'humanité, vous voyez, on en perd même l'humanité, c'est que le concept qui prime, les acteurs transpirent pas, il n'y a pas quelque chose d'organique. Là, on retrouve de l'organique, justement, et je trouve que Mortensen nous remet l'acteur aussi, remet du jeu au cinéma, du vrai jeu avec des acteurs qui transpirent, qui se déchirent, qui s'aiment, voilà. Ça fait plaisir. Donc voilà, c'est un Hollywood qu'on a aussi un peu perdu, qu'on aime bien retrouver par moments. Peut-être que Joker, parmi les fameux films de super-héros, estampillés super-héros entre guillemets, peut-être que chez Joker, on a retrouvé quelque chose d'organique petit à petit. J'avais crié Hollywood j'avais dit Hollywood est sauvé depuis Joker, mais voilà. C'est-à-dire que petit à petit, peut-être qu'on va amener les spectateurs aussi avec Damien Chazelle, je sais pas, avec des films où on remet un petit peu d'humain. J'espère que ça va en tout cas faire venir quand même du public dans les salles, parce que voilà, je pense que c'est un film qui peut se voir en famille, voilà, c'est un film qui peut être agréable à voir en famille, qui n'est pas stupide, qui n'est pas dans la facilité. Il y a des films en ce moment, je ne vais pas les citer, mais vous me voyez peut-être venir, qui sont familiaux actuellement, mais je pense qu'il n'y a pas... Enfin, c'est dommage de passer juste dans la débilité alors qu'on peut avoir des belles histoires comme ça. C'est dommage qu'elles ne soient pas assez mieux vendues peut-être pour aller les voir. Bon. Toujours est-il que cette romance, écoutez, m'a quand même touché. Voilà, je trouve que ce que je vais retenir du film, c'est Vicky Krieps aussi, dans une prestation incroyable, seule contre tous. Dans son combat elle-même, parce que c'est une guerre. Si c'est une guerre pour l'homme qui part sur le front, c'est également une guerre pour elle, qui doit, dans son quotidien est une guerre, élever son enfant, retaper la maison, travailler, etc., dans une époque où justement la femme était mise au second plan, un peu quand même, faut le dire, mis de côté, c'est-à-dire c'est la femme et point barre, c'était quand même assez atroce, donc voilà, je trouve que ça, c'est bien raconté dans le film, voilà.
Donc je vous recommande Jusqu'au bout du monde, donc deuxième film en tant que réalisateur pour Mortensen, qui jouait également dedans, qui est compositeur aussi de la musique du film, avec en plus ce violon aussi qui est très très beau, hein, quelque chose de très lyrique aussi dans la manière de raconter cette mélancolie, cette poésie, dans les compositions de Mortensen, qui est acteur, producteur, scénariste, compositeur et acteur. Vous voyez un petit peu, si c'est pas du 100% Mortensen que vous allez retrouver dans ce film, voilà. Donc je vous le recommande, n'hésitez pas à y jeter un œil, dans les salles obscures, bien entendu. Je passe maintenant au second film du jour, et il s'agit de Comme un lundi, du cinéaste japonais Ryo Takebayashi, dont c'est le tout premier film. Ça fait plaisir de découvrir donc l'œuvre d'un tout nouveau cinéaste japonais sur le marché, alors qui reprend un concept vieux comme le monde, j'allais dire, celui de la boucle temporelle, donc dont le premier représentant, j'imagine, on pourrait dire qu'il s'agit d'Un jour sans fin, bien entendu, cette comédie culte avec Bill Murray et Andie McDowell. Donc il reprend en fait ces codes de la boucle temporelle pour les transposer dans le milieu professionnel, avec donc ces jeunes salariés d'une entreprise de communication, une jeune start-up. Voilà, ils vont vivre en fait la même semaine, eh bien, chaque semaine, du 25 octobre au 31 octobre, du lundi au dimanche, ça va être la même semaine, constamment avec les mêmes péripéties, les mêmes événements. Donc c'est assez drôle parce qu'on voit tout de suite le lien avec l'aliénation du travail, on voit tout de suite la dimension sociale, mais je vais rester d'abord sur l'histoire, je vais venir tout de suite après sur le fond du film. Et donc il y a petit à petit des personnages qui vont se rendre compte forcément qu'ils font partie d'une boucle temporelle, qu'ils sont dans une boucle temporelle, et donc ils vont essayer de convaincre les autres petit à petit de cette information. Alors c'est drôle, parce que chacun va essayer de convaincre tout le monde petit à petit qu'ils sont dans cette fameuse boucle pour pouvoir espérer en sortir. Voilà. Donc c'est drôle parce que ça passe notamment par ce running gag du pigeon qui s'écrase constamment sur la vitre eh bien, de l'open space, de l'immeuble, hein, voilà, de l'entreprise. Et, et donc, ils ont trouvé donc, cette idée d'essayer de matérialiser en fait visuellement et de manière sonore aussi eh bien, le pigeon, alors avec les mains comme ça, plaqué contre la table, donc ça émet un son, et donc pour essayer petit à petit de faire rentrer dans eh bien, dans l'esprit en fait de leurs collègues qu'il s'agit bien d'une boucle temporelle, parce que voilà, c'est le fait de matérialiser comme ça, blam, comme ça, le pigeon qui s'écrase, permet, une fois qu'on retrouve ce pigeon, ce fameux pigeon, d'avoir le déclic. Voilà, donc le lundi suivant. Ça, c'est pour le début. Et donc, après, dans un second temps, une fois que les collègues eh bien, sont plus ou moins convaincus qu'il se passe quelque chose, en tout cas, même s'ils ne sont pas totalement convaincus qu'il s'agit foncièrement d'une boucle temporelle, mais d'essayer d'en sortir après. Donc, il y a dans un premier temps eh bien, le patron qui est visé avec un objet dont je ne révélerai pas l'existence, qui pourrait être la cause de cette fameuse boucle temporelle. Voilà. Donc, vont-ils se tromper? Je ne vous le dis pas. Est-ce que c'est un leurre? Est-ce que c'est une fausse piste? Voilà. Ils vont essayer de trouver en tout cas une manière de sortir de cette boucle. Et donc, c'est assez comique. Et dans un second temps, dans une seconde partie du film, un peu plus poétique, j'allais dire, il va y avoir eh bien, la notion des rêves enfouis, en fait. Ils vont essayer d'aider leur patron dans quelque chose, un rêve qu'il a eu un peu plus tôt dans sa vie. Et parce qu'on le voit souvent parler de la cinquantaine, de l'arrivée de la cinquantaine, vous allez voir, parce que comme vous allez voir constamment la même séquence, les mêmes séquences constamment, puisqu'on est dans une boucle temporelle, même vous en tant que spectateur, ce qui pourront enlacer certains entre parenthèses, d'autres non. Moi, je suis très vite rentré dans le jeu, personnellement. Et donc, comme il parle beaucoup de l'arrivée de la cinquantaine, on sent que ça le pèse, on sent qu'il avait aussi des rêves enfouis, etc. Ça va être une seconde partie du film. Et donc, je trouve ça intéressant, parce que voilà, le film est très bien construit entre cette piste qui est peut-être une fausse piste, encore une fois, j'en dis pas plus, et cette deuxième partie où on va essayer eh bien, de trouver des raisons beaucoup plus psychologiques, personnelles, voyez, intrusives dans la vie privée des gens, des salariés, d'essayer de casser un petit peu ce mur qu'il y a aussi entre les collègues, entre les salariés d'une entreprise. Vous voyez, c'est assez beau. Il va y avoir quelque chose d'humain qui va se dégager de cette histoire complètement folle que je trouve irrésistible. Voilà. Il va y avoir aussi une dimension un peu plus plastique
avec notamment l'évocation de l'art du manga, vous allez voir, avec ce côté très BD, très dessin, tout ça, il va y avoir... voilà, encore une fois, je ne vous révèle pas tout, mais il va y avoir des éléments assez plastiques dans une seconde partie du film qui, moi, m'ont vraiment touché. Voilà, j'ai trouvé ça très très beau, cette collaboration entre collègues, toutes ces barrières brisées comme ça pour que les gens se rencontrent et puissent communiquer. Je trouve ça très très beau. Et de manière plus globale, pourquoi ce film est réussi selon moi? Parce qu'il montre évidemment, par ce concept, qui est en réalité une métaphore, pour décrire l'aliénation du travail, bien entendu, cette répétition des tâches, répétitives évidemment, de toujours voir la même blague du collègue le lundi qui fait exactement la même blague à 9h15, que l'autre collègue à 10h03 va prendre son café à telle heure, etc. C'est des choses qui résonnent en fait. Par ce concept, nous montre notre quotidien comme jamais il l'a montré auparavant en fait. Hein, avec ses open space, avec ses métiers de bureau, hein, dans des agences voilà, de tout style. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une petite agence de communication hein, où les salariés sont censés travailler sur un projet publicitaire pour vendre les mérites d'une soupe miso effervescente. Vous voyez, c'est des petites pastilles comme ça qu'on met dans la soupe miso pour améliorer la soupe globalement. Et donc, il va y avoir aussi cette critique aussi où tout va toujours plus vite et donc la qualité du travail aussi va s'altérer. C'est-à-dire que là, il va y avoir quelque chose de positif finalement dans cette boucle temporelle, c'est que cette fameuse Yoshikawa, qui est un petit peu, on va dire, le personnage central, même si on n'a pas vraiment, mais de cette histoire, cette jeune fille, qui va avoir tout le temps, justement, tout le luxe de retravailler sa mission et qui va pouvoir rendre au client sa plus belle version finalement de son travail, puisqu'elle a un temps infini pour le faire, son travail en fait. Sa commande, elle a tout le luxe de prendre le temps de le faire en fait. Donc ça aussi, il y a une critique du on ne peut pas faire un travail de qualité si c'est expédié, si tout doit aller plus vite, si tout, voilà. Donc prendre le temps pour la qualité, c'est-à-dire, voilà, on ne peut pas faire uniquement de la quantité avec de la qualité, en fait. Il faut peut-être moins de quantité et plus de qualité. Ça questionne aussi, justement, la productivité dans les entreprises. En plus, c'est des Japonais qui parlent de ça, donc ils sont très bien au courant et ils ont quand même aussi, justement, au Japon, cette étiquette un peu d'entreprise où les salariés peuvent péter les plombs, où ils sont peut-être chronométrés sur leur travail, où tout peut rendre plus fou chaque jour, vraiment. Avec la pression morale, hiérarchique et tout, qu'on connaît tous, hein, bien sûr, mais les Japonais, ils en savent aussi quelque chose. Hein. Je vous renvoie évidemment à l'œuvre Stupeur et Tremblement, hein, qui se passait au Japon, qui n'était pas écrite par un Japonais, mais qui se passait au Japon, hein, d'Amélie Nothomb, bien sûr, avec cette adaptation, avec Sylvie Testu, qui était très valable, hein, qui montrait bien l'envers du décor. Et puis, il y a certainement des films japonais, hein. C'est le premier qui me vient en tête, mais il y a certainement aussi des films japonais qui en parlent très bien, dans plein de... Voilà. Il y en a dans le milieu d'éducation aussi, c'est un petit peu la même chose, dans le milieu d'éducation, dans tout ce qui est milieu professionnel, en fait. Hein. Ils sont très champions, hein, les Japonais, là-dedans. Et donc, pour en revenir au film, eh bien, voilà, j'ai trouvé que c'était beau de montrer aussi donc l'aliénation du travail, bien sûr, et aussi le côté où le monde professionnel a tendance aussi à étouffer nos âmes d'artistes, à étouffer aussi les êtres que nous sommes, en fait, au profit de la rentabilité, de la productivité. C'est-à-dire que c'est comme si ça annihilait, en fait, au profit du travail, en fait. Hein. Sous prétexte de travail, eh bien, voilà, le salarié est étouffé pour rester dans sa fonction, alors qu'il a peut-être des aspirations artistiques, alors qu'il a peut-être... Voilà, c'est comme si il se reniait lui-même, il reniait son être, pour pouvoir simplement effectuer son travail. On étouffe un petit peu les âmes, comme ça, on les endort pour qu'elles puissent faire de la productivité, comme des piles qui feraient fonctionner, je ne sais pas, des batteries qui feraient fonctionner des téléphones, n'importe quoi. Voilà, simplement productivité, derrière un écran, à taper, à faire son travail. Donc c'est très fort de montrer ce côté étouffant, en fait, hein, du travail, et qui peut emprisonner aussi, c'est les fameux burn-out hein, qui peuvent arriver aussi, le côté enfermement, qui peut rendre complètement dingue, hein, bien sûr. Donc voilà, je trouve que c'est une belle métaphore du monde professionnel, de la vie, une belle métaphore, disons une métaphore efficace, je ne sais pas si elle est belle, mais une métaphore très efficace pour caricaturer, faire la satire, hein, le portrait satirique
de la vie en entreprise, hein, clairement. Donc voilà, ouais, c'est très très bien vu. Hein, donc vous allez voir le ressort comique, il y a cette fameuse panne de courant qui intervient au même moment, ce fameux pigeon qui s'écrase sur la vitre, le patron qui dit toujours la même chose, il a peur de l'arrivée de la cinquantaine, c'est assez comique, et puis à chaque fois il sort la même phrase, et puis il est assez déjanté aussi, hein, ce patron. Je vais vous sortir donc le nom de l'acteur parce que vraiment j'ai trouvé que le patron était vraiment très très drôle. Il s'agit de Makita Sports, voilà. Et donc, dans le rôle de Yoshikawa, il y avait aussi Wan Marui. Voilà, je cite les acteurs parce que je trouve que vraiment, voilà, ils sont aussi très prometteurs. Il y en a qui viennent d'arriver tout juste, il y en a qu'on a vu. Alors, je crois que justement, Wan Marui, voilà, c'est ça. On l'a vu dans la série, si je ne m'abuse, Tokyo Vice, voilà, c'est ça, pour ceux qui connaissent. Et comme vous le savez, je suis un peu moins sériephile que cinéphile, mais voilà, vous connaissez, voilà, je connais l'existence de cette série, j'imagine vous aussi, peut-être que vous la regardez. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de cette série. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est une très belle proposition. Je trouve que c'est intelligent aussi de proposer un film comme ça, intelligent avec un concept de cette boucle temporelle pour raconter autre chose, comment dirais-je, en 1h22, voilà, vous avez un film efficace qui pourra parler peut-être aussi à des plus jeunes, peut-être qui pourront aussi permettre, j'espère toujours, mais que les gens se ramènent au cinéma pour voir ça. Ça prend pas beaucoup de leur temps, comme le dit le cinéaste lui-même. J'avais vu une interview de lui, il n'y en a pas beaucoup, mais du peu que j'ai vu. C'est vrai, quoi, ça prend pas beaucoup de temps, et c'est un film vraiment qui, pour le coup, est très très bien calibré, je trouve, sur son métrage. Je trouve qu'il n'y a rien qui déborde, il n'y a ni trop ni pas assez. Parce que j'imagine déjà les personnes qui pourraient dire « Ah bah il aurait pu faire un court-métrage, nanana », un peu comme les films de Dupieux. Vous voyez, non, ce film se tient en 1h22, c'est très important que ce film dure 1h22, c'est très très bien agencé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est légitime, c'est un long-métrage qui est tout à fait légitime. Il a dû certainement s'exercer, j'ai pas vu de traces là-dessus d'ailleurs, mais je me suis dit ce film a dû être un court-métrage à la base, j'ai essayé de regarder, mais non, c'est la toute première œuvre. Alors il a peut-être une esquisse qu'il a jamais montrée au public, mais voilà, je trouve qu'en tout cas c'est un très très bon début pour Ryo Takebayashi, et je suis très impatient de découvrir ce qu'il va nous faire par la suite, voilà. Et puis j'aime bien aussi les échos qu'il met dans ses films, c'est-à-dire que l'élément par exemple du manga va permettre de raconter aussi une histoire qui va avoir un écho avec l'histoire générale du film. C'est-à-dire, j'aime bien quand ça s'agence bien comme ça, que ça pose des questions un peu philosophiques, un peu... va y avoir des questionnements sur l'humain en fait, indirectement. Presque le sens de la vie aussi. Est-ce qu'il faut croire en ses rêves ou au contraire les estomper, les étouffer au profit d'un travail beaucoup plus classique où la sécurité primerait, c'est-à-dire qu'on soit une sorte de sécurité avec son métro boulot dodo qui est comme une sorte de doudou protecteur, mais en réalité, il y a peut-être autre chose qui attend chacun d'entre nous, en fait. Peut-être une autre aventure qui se cache, qui est enfouie, en fait, à l'intérieur de nous. Donc, vous voyez, et je trouve que c'est très, très bien montré, ça, dans le film. Voilà, donc... oui, c'est une belle proposition, c'est réjouissant, ça fait plaisir de voir du cinéma comme ça. Avec une comique mais avec une certaine profondeur, bien écrite, voilà, ça c'est de la bonne comédie, ça voilà, et j'aime beaucoup. C'est fou parce que c'est un quasi huis clos en fait, et ça fonctionne très très bien. On oublie presque que c'est un huis clos parce qu'il y a tellement d'idées, je trouve, dans la mise en scène qui font que ouais, c'est vrai, en fait, vous dites, mais oui, ça se passe dans une même unité de temps et de lieu, mais en fait, ça fonctionne du tonnerre, en fait, ça fonctionne. Il y a des idées visuelles assez bien vues, ouais, vraiment, dans les spots publicitaires utilisés, dans cette fameuse réunion avec le patron pour essayer de le convaincre, qui font tous partie d'une boucle temporelle, qui sont tous dedans, et c'est assez comique parce que, du coup, le patron hallucine parce que ses collègues anticipent tout ce qu'il va dire, alors c'est complètement fou. Et il y a cette présentation PowerPoint, voilà, cette séquence voilà, vraiment, voilà, je retiens cette séquence qui m'a particulièrement fait rire. Je pense que c'est la séquence qui m'a fait le plus rire, je pense. Mais voilà, non, vraiment, c'est très très bien vu. Je vous recommande. Faites-vous plaisir aussi avec un cinéma un peu plus léger, comme ça, une bonne comédie efficace. Donc n'hésitez pas à voir Comme un lundi
de Ryo Takebayashi. Voilà, très belle proposition pour démarrer sa carrière dans le cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. Comme vous le savez, donc j'ai été un petit peu souffrant ces derniers temps, mais je suis bel et bien de retour. J'en profite justement pour vous annoncer la prochaine vidéo qui, normalement, en toute logique, devrait s'intéresser au deuxième acte, nouveau film de Quentin Dupieux. Quentin Dupieux qui n'arrête pas de produire des nouveaux films comme ça à la chaîne, c'est incroyable. Mais voilà, j'avoue que la bande-annonce, justement, en allant voir les deux films du jour, m'a donné envie, donc pourquoi pas. J'ai très hâte de découvrir la nouvelle fantaisie de Quentin Dupieux, donc on verra bien, et évidemment, il y a toute une flopée d'autres films qui arrivent, évidemment, en cet automne 2024, et puis il va y avoir évidemment l'arrivée de l'été, qui va nous proposer encore de belles pépites, je l'espère. En attendant, écoutez, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et comme toujours, d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!